y a Madame Mariana Guez qui a levé. Excusez-moi, vous voulez intervenir? Je ne voulais pas vous interrompre, mais si on peut interagir, c'est ce que vous aviez laissé entendre en début d'intervention? Oui, oui, bien sûr. J'ai pas de programme alors. Déjà, merci infiniment. Enfin, vos propos nous font du bien à plus d'un titre et moi personnellement, donc actuellement je suis chez Orange, je suis médecin conseil international et je porte la politique en santé, sécurité et qualité de vie au travail du groupe Orange. C'est 160 000 personnes dans le monde. Je tiens ce poste depuis 5 ans, mais j'étais précédemment un médecin du travail et j'ai été énormément décriée par mes confrères parce que je faisais de la santé globale. Et je dois constater avec bonheur que les mentalités changent petit à petit, que l'arrivée de la qualité, de la notion de qualité de vie au travail et puis les textes de loi au fur et à mesure permettent de commencer à impulser un peu dans les entreprises la notion de responsabilité dans la santé de leurs collaborateurs et de leurs employés. Et j'essaie d'en être un acteur. Mais je rejoins en fait Pierre Colonna qui vous a soumis une question dans le chat, à savoir, encore une fois, mille merci pour votre intervention extrêmement riche. Simplement, concrètement, moi, quotidiennement, ce que j'entends sont des RH qui nous expliquent que les médecins du travail, certes, peuvent être indépendants, les préventeurs en tout cas pas. Et puis la santé au travail, c'est pas en fait quelque chose qui est si important que ça. Maintenant, on ne doit plus parler que de qualité de vie au travail. Donc, en fait, dans la qualité de vie au travail, ils oublient la santé au travail. Et j'ai l'impression d'avoir en permanence un tel travail didactique et pédagogique à faire que je finis par être un peu désespérée. Donc, Pierre Colonna vous demandait quelle est votre action auprès des entreprises. Il faut de l'accompagnement au sein des structures. Je crois qu'on doit, enfin voilà, plus on est nombreux, je pense, à se mobiliser et à venir apporter la bonne parole auprès notamment des services RH et auprès des dirigeants du top management des entreprises, mieux ce sera. Et dernier témoignage et qui me chagrine fortement, je suis désolée, mais en fait, on est en période de crise majorée, crise économique, crise majorée par le Covid, de repli identitaire, enfin, je suis très négative, je suis désolée, hein. Et moi, ce que j'entends dans les entreprises autour de moi, et depuis que je suis médecin du travail, c'est que la charge de travail va de mal en pis. Et on tient des discours, mais en pratique, les gens portent 3 à 4 postes sur leur tête, moi y compris, hein. Et je vous assure en fait que pour produire du sens, de la qualité dans ce qu'on fait, non, il n'y a plus de plaisir à travailler, quand bien même on est porteur de fortes valeurs. Donc voilà, il y a un dilemme, il y a un grand écart, et je voulais vous entendre là-dessus si vous voulez bien. Je suis très touché par. Coupez votre micro, attendez. Si vous pouvez couper votre micro, Mariana, s'il vous plaît. Oui, pardon. Puisque je redonne juste 30 secondes, si je peux me permettre, c'est du avant de vous passer la parole. Juste, Mariana est médecin coordonnateur international d'Orange, du groupe Orange. Et puis, on prendra tout à l'heure, si vous voulez bien, la question de Pierre, qui était globalement dans le chat, Pierre Colonna. Juste pour vous le situer, Pierre Colonna est à la PHP. Il est directeur qualité de vie, santé, sécurité de ce gros ensemble qui vit à la fois avec des médecins, c'est aussi comme ça. Voilà, donc c'est à vous. On y va pas à pas. Moi, j'ai perçu, et avec beaucoup de sensibilité, parce que c'est pas un gros mot, le sentiment d'isolement d'un acteur qui se démène pour de la santé. Alors, on a cherché à réduire aussi la santé dans un grand chapeau de qualité, parce que c'est vrai que la qualité de vie au travail, c'est vrai que si vous mettez un baby-foot, eh ben, vous avez le drapeau de la qualité de vie au travail. Et puis, c'est vrai qu'on ne s'attaque pas forcément à la santé, parce que c'est compliqué de s'attaquer à la santé, hein. Aller intégrer toutes les dimensions. Si on n'a pas les outils, la culture, et c'est compliqué d'être seul dans son coin, mais c'est comme une psychologue à Courbevoie, là, juste à côté, qui travaille toute seule, qui doit payer ses charges, qui voit arriver un inceste. Qu'est-ce qu'elle va faire toute seule? C'est compliqué. Donc, il faut travailler en équipe quand on fait de la santé et en réseau. Donc, les réseaux qu'on va construire de façon structurée vont nous permettre d'aller plus loin ensemble. Donc, moi, je perçois ce sentiment d'isolement et la dynamique santé-qualité, la dilution de la santé dans la qualité. Je crois qu'il faut de la santé globale, en plus de la qualité au travail. Et il ne faut pas laisser le mot santé échapper. Les médecins du travail, comme les autres, la santé, ça appartient pas aux médecins. Donc, il y a un problème politique qui est plus que sémantique. C'est la manière avec laquelle on va réagir à ça. On sait qu'il y avait jusque-là 10 000 morts par an de suicide en France et qu'on a doublé, on a pris plus de 10% de dépression, on a doublé l'anxiété. Et on avait en 2015 une étude INSERM qui montrait qu'il y avait une corrélation entre le chômage et la dépression et le suicide. Et il y a 3 fois plus de risques de mortalité
lorsqu'on est au chômage. Donc là, on attend 800 000 chômeurs, on va peut-être en avoir un petit peu plus. On va avoir autant de morts des conséquences du Covid que du Covid. Après la crise de 2008, il y a un papier dans le Lancet qui montrait qu'il y avait une surmortalité par cancer de 500 000 personnes, dont 160 000 dans les pays de l'OCDE. C'est-à-dire qu'on va avoir plus de morts des conséquences du Covid que du Covid. En plus d'avoir à gérer les addictions, les problèmes par rapport aux écrans, tabac, alcool, obésité, le stress, etc. Donc en fait, l'entreprise, ça va être la sentinelle, le réseau sentinelle des problèmes de la vie. Les gens vont venir, ils vont déposer leurs problèmes dans l'entreprise. Et si l'entreprise cultive la performance et la rentabilité, et vous êtes tous obligés d'assurer 3 boulons en un, parce que le coût du travail est important, il faut payer les charges sociales, il faut que vous gagnez bien votre vie aussi. Eh bien, comment on va faire? Vous allez péter un câble. Donc, il faut quand même qu'on reboote tout ça et qu'on remette un mouvement santé globale au travail et arrêter de diluer dans la qualité. Alors, l'action pour les entreprises, parce que c'est le sujet. Ouais. La doctrine en santé intégrative, nous, avec chaque soignant, on les intégrait en disant c'est soins, recherche, il faut évaluer ce que tu fais parce qu'il faut apporter à la société. Il faut que tu sois d'intérêt général. Et formation. On acquiert des connaissances, on transmet des savoirs. Donc l'idée, c'est d'arriver à avoir un socle d'acteurs de soins en santé intégrative. Donc on est même en train de discuter l'ouverture d'une chaire avec une vision académique, etc. Parce qu'il va falloir transformer les métiers de la santé. Parce que tout le monde va avoir besoin d'intégrer des programmes prévention, des programmes santé sociale, des programmes pour les aidants, des programmes santé émotionnelle, discuter de la sexualité. Une patiente qui me demandait des arrêts de travail, 45 ans, une femme superbe, que j'ai traitée pour un cancer du col de l'utérus il y a 5 ans. Et quand je lui dis, vous êtes guéri, le scanner est normal, la prise de sang est normale, elle pleure et elle me dit, mais docteur, ça fait 5 ans que je n'ai pas eu de rapport sexuel. Donc je peux vous dire moi, que les mois entiers d'arrêt de travail qu'elle a collé, c'est parce que dans sa tête, elle n'avait pas encore fait le deuil de son ancien soi. Elle n'avait pas de problème anatomique, il fallait juste la réhabiliter. Mais il y avait une histoire à écrire et toute la société en pâtit, elle en premier. Donc, si on n'a pas cette approche en entreprise, on va perdre. Alors, nous, l'idée, c'est de former des gens et d'avoir des équipes aussi qui peuvent aller en entreprise. Mais on n'a pas forcément cette culture-là. Mais on est en train de l'acquérir. Parce que finalement, quand les gens sont malades, chez vous, chez Orange, quand la femme, elle vient faire son cancer du sein, ou monsieur son cancer du poumon, ou de la prostate, ou madame son cancer du poumon, eh bien finalement, nous, on les voit. Donc moi, je traite plein de personnes de chez Orange, ou de n'importe quelle entreprise, alors de la même façon. Mais probablement qu'on a scindé les relations de causalité entre les déséquilibres de vie et les déséquilibres du corps. Donc il va falloir qu'on en refasse un tout global et qu'on arrive à travailler ensemble pour restaurer la santé des gens et la santé des entreprises et des organisations de travail. Et Monsieur Colonna? Pierre. Ouh, Monsieur Pierre. Il est parti. Non. Oui, je disais, comment vous intervenez auprès des entreprises, puisque Aïe, aïe, aïe. Panier. Plus fort, tu dois être en web là, parce que et pas sur le logiciel, on t'entend pas. Crache dans le micro, carrément. T'es tout seul. Tu peux cracher. Vous m'entendez mieux? On m'entend. Alors on lit sur les lèvres et on entend un mot sur deux. Réessayez parce qu'on a entendu. Bon, je disais, vous avez une approche qui est individuelle avec les patients. C'est terrible à l'approche. On essaye d'avoir une approche qui aussi qui ont été atteints de cancer. Vous comprenez? L'environnement est aussi important, voire plus que la personne. La personne, elle est impactée elle-même, donc possible et inimaginable. Si elle n'est pas aidée par l'environnement. Alors j'ai entendu les personnes malades, l'environnement, la personne qui est impactée. Voilà, j'ai pas réussi à tout refaire parce que je vous ai pas entendu complètement. Mais l'environnement, en fait. Je vais vous l'écrire. Ok, d'accord, très bien. C'est quand vous prenez deux petites souris jumelles, que vous leur mettez un cancer à l'intérieur de ces deux petites souris. Il y en a une que vous laissez toute seule dans une chambre et l'autre que vous mettez parmi des congénères. Eh bien, vous voyez que le développement du cancer ne va pas se faire de la même façon. De la même manière,
c'est la théorie de la graine et du sol. Si vous prenez des graines les mêmes que vous mettez dans des sols différents, ils ne vont pas pousser de la même façon. Et le cancer, il parle à son environnement. Donc, on a beaucoup de traitements de cancer qui ne ciblent pas le cancer, mais l'environnement qu'on appelle péritumoral, dans lequel le cancer se développe. Alors, l'entreprise, ça peut être l'organe de réhabilitation, mais ça peut être le facteur de stress. J'ai une dame ce matin qui m'a dit, mais je ne veux pas retourner travailler. J'ai peur, j'ai la pression au travail. Je ne veux plus. Alors, peut-être que l'approche de reconversion, il y a une discussion à avoir. Alors, c'est les RH qui viennent chez nous donner quelques heures, qui appellent les RH localement, qui essayent de travailler des parcours individualisés. De toute façon, il va falloir faire du personnalisé. Alors, avoir des environnements encadrés, bienveillants, c'est top. Nous travaillons avec tous les acteurs de l'entreprise pour aider à accompagner les personnels malades pour le retour à l'emploi, parfois aider à la rémission. Il y a un vrai sujet qui est rémission-guérison, parce que tout le monde a bien compris l'impact de ces deux mots. En fait, nous, on pense avec les mots qu'on a à disposition. C'est un grand philosophe, François Julien, qui est juste un génie contemporain, qui s'occupait de comparer la différence entre la philosophie occidentale et la Chine, la philosophie orientale. Et c'est vrai qu'on pense avec les mots qu'on a, mais il y a aussi l'impensé de notre langue, ce qu'on n'est pas capable de penser parce qu'on n'a pas les mots qui vont avec. Et donc finalement, quand un patient ou une patiente vient voir, elle veut dire « Docteur, est-ce que je suis guéri ?» La question est une question piège. Parce que s'il vous le demande, c'est qu'il ne se sent pas guéri. Et comme dans sa tête, c'est soit je suis guéri, soit je suis malade, même sans être malade, il va se sentir malade. Parce qu'on n'a pas donné la possibilité de penser entre les deux. On n'est pas guéri, on se sent guéri. La guérison, selon l'OMS, c'est un état de retour complet à un bien-être mental, social et physique. Donc, il faut quelque temps pour que la personne se sente guérie. Nous, on va déclarer la rémission d'une maladie. Mais des fois, il faut dire à la personne, vous êtes guéri, pour qu'elle se sente un peu plus guérie. Donc, on manipule un peu Mais je dirais qu'il y a toute cette dynamique d'accompagnement pour se sentir guéri. Et quelqu'un qui n'a pas réintégré son entreprise dans des bonnes conditions, c'est difficile qu'il se sente guéri. Donc, quand vous dites, on aide à la rémission, je préférerais que vous disiez, on est là pour qu'ils guérissent. Ça veut dire qu'on les a pleinement réintégrés. Moi, ça me fait tilt quand je vois aider à la rémission. Alors, il y a René Schild qui dit comment convaincre les gens d'aller voir un psy plutôt que de prendre des antidépresseurs. En fait, il y a beaucoup de psys qui vous collent eux-mêmes la dépression. Donc, c'est vrai qu'on est victime aussi de notre imaginaire et de la réalité. Donc, il va falloir que les psys aussi se réforment. Il n'y a pas que nous. Bon, maintenant, c'est vrai que la démarche, c'est de consacrer du temps et du temps qualitatif. Le cerveau, des fois, il va avoir besoin d'un agenda du sommeil d'une nutritionniste qui va travailler sur des micronutritions. Il va avoir besoin du mouvement dansé d'une danse thérapeute. Il va avoir besoin des exercices de cohérence cardiaque de la sophrologue. Ce qu'il faut, c'est donner du temps aux gens. Le temps, c'est de la qualité. Si les gens sont imperméables à une approche psychologique d'écoute active et de reformulation, il faut leur donner des séances de sport. On peut rembourser le sport, c'est pas un gros mot. Avec ce qu'on économiserait en cancer qui ne revient pas, c'est 800 millions d'euros par an. Donc, financer le sport santé, c'est un vrai sujet. Après, les psychologues, effectivement, il faut qu'ils travaillent dans un environnement de santé globale. Un psychologue seul dans son cabinet qui fait de l'analyse freudienne, à une femme de 30 ans, comme j'ai eu aussi là, à qui on doit enlever un bébé qu'elle a dans le ventre pour lui faire la chimiothérapie. Donc, elle va se faire enlever le bébé, elle va à l'abattoir. Hein. Donc, c'est sûr que c'est complexe hein, ce qu'on a à gérer en maladie. Et une seule personne dans un cabinet ne suffit pas. Donc, on ne se dédouane pas en disant antidépresseur ou psychologue d'ailleurs. C'est quel parcours santé pour quelle résilience. Et la résilience, comme disait Cyrulnik, la capacité à rebondir, qui est médiée par le sens qu'on va donner aux choses, par les affects, par l'interaction avec l'environnement. Et l'environnement, vous êtes tous responsables, nous sommes tous responsables de l'environnement que l'on crée. Quand on n'est pas fragile, on a un devoir de créer cet environnement favorable à accueillir la vulnérabilité. D'ailleurs, c'est la différence entre le devoir et la responsabilité. Monsieur Jacques, Président, quelle différence entre le devoir et la responsabilité?
Et il ne pose que l'école, hein. Non, c'est pas une école, tu as raison. Et le devoir, c'est un engagement moral. Ouais. La responsabilité, on est redevable de ses actes. À la limite, on a fait un gosse, c'est le nôtre. Mais le devoir, il y a un côté positif d'engagement moral. Donc, je veux dire, il faut que les gens en place qui sont des responsables honorent leurs devoirs et leurs engagements. Il n'y a pas que la fiche de paye ou que la posture sociale qui va avec. Mais il faut qu'on vous puissiez aussi avoir les moyens de le faire. Je vois Monsieur René Child. Je vous entends pas. René, on ne vous entend pas. C'est peut-être de chez nous le problème. Les gens... Ah oui, non, c'est ça. Je vais revenir. Pourtant, le micro est bien. Hein, Non, mais non. tu vois, le micro est bien. La question, c'est qu'il passe. En attendant que René intervienne, Il y en a qu'on entend. Bon, bah alors, écoutez, Solidarité Féminine, Mariana, vous y allez. c'est juste pour défendre un peu le digital, pas parce que je bosse chez Orange, mais parce qu'en tant que maman de 3 enfants, moi aussi, et j'en assume 5, famille recomposée, le digital m'a quand même permis de bien rééquilibrer vie privée, vie pro, et moi, je trouve ça magnifique. Voilà, vous avez mon chien en plus. Comment dire, le digital réhumanise la médecine parce qu'on va déléguer des tâches répétitives et qu'on va reprendre du temps. Et ce temps-là, on peut l'utiliser à la réhumanisation. Mais il est vrai que dans un format convenu, c'est pas pareil que si on est en tête à tête, le rapport au temps, à la manière d'échanger n'est pas le même. Donc, c'est la combinaison finalement des deux qui va. Moi, je voudrais vous poser une question, docteur. Alors, assez fort parce que c'est ce micro-là qu'on Oui, utilise. ok. Non, bouge pas. Est-ce que je l'ai? Que personne ne sorte? Oui, ça va. Oui, et je crois aussi qu'on subit un peu nos principes d'éducation judéo-chrétienne, où en France, notamment, on était malade ou pas malade. Et c'était plutôt une médecine symptomatique. Donc, à partir du moment où on nous présentait les symptômes, ah, vous êtes malade, donc on va vous soigner. Et on était beaucoup moins dans le prédictif ou dans la prévention. Je prends un exemple. En médecine traditionnelle chinoise, peut faire partie d'une médecine intégrative, on est beaucoup plus dans du prédictif. On ne vous dit pas, tu es malade, on vous dit par la réflexologie plantaire ou autre, attention, ton rein gauche, attention, ton foie, attention. Et c'est assez amusant parce qu'il y a en fait une grande complémentarité avec notre médecine telle que nous la vivons, médecine de soins, et la médecine traditionnelle chinoise. Et l'évolution que vous apportez dans votre façon de dispenser des soins se rapproche un petit peu de cette notion. Mais je voudrais dire cocorico quand même, parce que, tu vois, René nous dit les anglo-saxons vont plus chez le psy. Genre, ils ont plus compris que nous, et là, on est en train de valoriser les Chinois. Au XVIIe siècle, Voltaire disait « L'art de la médecine consiste à distraire le malade pendant que la nature le guérit. » Donc, on est plus fort, nous, que les Chinois ou les anglo-saxons. Même pas de honte. Et juste par parenthèse, vous savez que Voltaire se guérissait de la vérole par 150 pintes de limonade. Voilà. Très bien. Il n'y a pas de complémentarité. Non, mais évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, c'est une culture. On administre. C'est-à-dire qu'on est au chômage, on a Pôle emploi qui nous affecte un numéro. On est malade, on a la caisse d'assurance maladie qui nous affecte un numéro. Donc, si on administre les défaillances de la vie, la fragilité, comme étant une gestion de maladies et d'organes, on ne fera jamais de santé. En plus, ça coûte cher, ça coûte trop cher. Donc, il n'est pas question de continuer comme ça. Mais si, dans une entreprise, au travail, on empêche à quelqu'un qui fait un programme en santé de dire qu'il fait de la santé, alors qu'en fait, on veut lui dire qu'il fait de la qualité, on va donner quelques budgets culture, 2-3 conférences de prévention collective, et puis tout le monde va suivre le mouvement, ils sont censés être contents. Mais bien sûr, on va vers la facilité. Il faut s'attaquer au problème. C'est-à-dire qu'il faut faire entrer des acteurs de la santé qui écoutent et qui donnent du temps dans l'entreprise ou au travail chez soi, si vous voulez. Juste pour rajouter, puis vous laisser respirer un petit peu, je trouve que ce qu'il y a de complètement commun et convergent avec une grande partie des acteurs qui sont autour de la table, des médecins et aussi les autres, c'est que le commun, c'est la prévention. Et le médecin du travail est théoriquement dans les spécialités médicales le seul qui n'est pas le curatif en finalité, mais théoriquement le préventif.
Et donc, c'est un peu ce que disait Mariana tout à l'heure, il y a un peu une symbiose naturelle là-dessus. Madame Jacques, est-ce que vous connaissez la définition de la médecine? Non, non, non. J'embête aujourd'hui. Non, ouais, mais c'est bien, c'est des vraies questions. Ouais. Non, parce que c'est vrai qu'on. La médecine, c'est l'ensemble de toutes les connaissances scientifiques et des moyens mis en œuvre pour guérir, prévenir ou soulager les blessures, les infirmités et les maladies. Ça veut dire qu'avec des mots, on soigne. Avec des mots, on tue. La différence entre la douleur et la souffrance. La douleur, c'est un symptôme qu'on traite avec des médicaments. La souffrance, c'est quand il n'y a plus d'espoir. Moi, j'ai des gens qui souffrent atrocement de métastases osseuses, mais comme ils ont l'espoir que ça aille mieux, ils vont bien. Et des gens qui n'ont mal nulle part, mais on leur a dit que c'est incurable, bêtement d'ailleurs, comme si on était juste des acteurs de la statistique, et donc ils souffrent. Et donc, c'est vrai que le médecin qui, avec son ordonnancier, préempte la manière avec laquelle on va faire de la médecine, c'est débile. Le médecin du travail, il est médecin comme moi. Alors, je suis prescrit beaucoup plus, parce que c'est violent quand même notre différence d'exercice, mais enfin, c'est comme très gratifiant de pouvoir donner du temps. Heureux le médecin qui a le temps de travailler avec son patient. En fait. Et puis, la pratique médicale par des acteurs qu'on appelle paramédicaux, c'est un vrai sujet. Il n'y a pas de raison. Et on n'est pas obligé de connaître la mitochondrie pour arriver à soulager quelqu'un qui est en stress au travail. Il y a un moment où il faut arrêter de... Tu vois, il y a l'intelligence émotionnelle et la manière. Mariana? Désolée, hein, j'arrête pas. Faudra me dire stop, Anne-Marie, elle a l'habitude. C'est pour faire un lien peut-être avec les nouveaux textes de l'ANI que vous connaissez mieux que moi, Anne-Marie, et les autres intervenants également. À savoir, j'ai aussi un peu de pratique en médecine du travail interentreprise. Et vraiment, le confort que l'on a à être en service autonome est indéniable. C'est pas de l'esclavagisme, mais vraiment aucune autonomie dans l'organisation de la journée en service interentreprise, aucune latitude laissée sur le temps que l'on pourrait avoir. Moi, il m'est arrivé d'avoir des consultations de 5 minutes par personne. Autant dire que comme j'ai toujours quelque chose à dire et que j'ai une approche comme la vôtre de santé globale, j'ai essayé de caser en 5 minutes ce que je casais d'habitude, on va dire en un quart d'heure, une demi-heure. Donc, j'ai essayé d'en faire quelque chose comme d'habitude, mais le temps, effectivement, est un luxe et il n'est pas offert. Enfin, qu'en est-il? Les nouveaux textes, en fait, permettent-ils de redonner un peu de respiration aux services interentreprise ou pas? Parce que leurs effectifs ne sont vraiment pas les mêmes qu'en service autonome. Je réponds si tu veux bien. Juste de ce côté-là, Mariana, je crois que le cadre de l'ANI actuel n'est pas encore un cadre opérationnel. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un document. Le côté vraiment positif, c'est qu'ils se soient mis d'accord, alors qu'ils se tapaient sur la figure depuis 10 ans, entre partenaires sociaux, entre patronat et entre syndicats. La grosse avancée, c'est clairement l'avancée politique. Maintenant, le cadre opérationnel, comme toujours dans ce type de truc, c'est à nous aussi de monter au créneau globalement pour le créer. Et en soi, il n'y a pas de latitude plus importante pour l'instant pour le médecin du travail. En revanche, il y a une reconnaissance de l'importance de la médecine du travail et de son tremplin favorable de prévention. Maintenant, la question va être, parce que je dirais qu'on a entre les concupiscences politiques de je vais être président à la place du président ou à la place de celui qui ne l'est pas, ou des temps et des moyens, le truc, ça va être, on est aussi là pour ça, même si on ne dit pas trop, pour aller se battre, pour faire passer ça. L'autre jour, elle n'est pas là maintenant, mais Patricia Maladry qui intervenait la dernière fois, on discutait de la précédente loi santé au travail qui doit avoir à peu près une dizaine d'années, et on discutait notamment du rôle du médecin du travail par rapport aux addictions et à la prévention des addictions. Et je lui racontais en rigolant que c'est Jacques, là-bas, et moi, qui un jour, là aussi, on prenait notre bâton de pèlerin absolument non, on est tombé sur une brave dame qui était sénatrice de je sais plus où, qui avait une obsession, c'était le rhum.
Et donc, c'était les addictions au rhum et les ravages que ça pouvait faire. Je ne sais plus s'il était de la Réunion, de la Martinique ou autre là-dedans. Et donc, l'arrêté, la petite partie de l'article qui a trait au rôle de prévention des addictions, je vais vous dire, c'est à vos serviteurs que globalement on les fait. Et donc, ça les réduit une bataille qu'on va mener après, comme on pourra encore une fois avec nos petits bras, avec les interlocuteurs, ça va être pour faire reconnaître encore plus le rôle de la médecine du travail. Mais il y a plein de choses à voir. Et pardon là-dessus, et je vous rappelle, c'est que quand vous regardez par exemple les formations de médecine du travail, donc non seulement il n'y en a pas assez, mais en plus elles ne sont pas remplies. En gros, il y a même pas le quota, c'est même pas la moitié des gens qui prennent ces spécialités pour toutes les raisons du monde. On va pas revenir là, mais c'est aussi à vous, enfin et à nous, de se battre pour vous, pour faire reconnaître ça. Donc, je crois que là, il faut y aller, il ne faut pas attendre que ça table et que ça vous tombe sur le nez. Hein. Moi, je voudrais dire, en fait, le combat, c'est pas la médecine du travail, c'est la santé au travail. C'est-à-dire que les médecins, ils sont le maillon d'une chaîne qui les dépasse. Et je vous dis ça humblement. Hein. Moi, mon activité de cancérologie, la patiente, je sais très bien qu'elle va avoir besoin. De toute façon, au début, quand les cheveux vont tomber, quand vous faites la chimiothérapie, ils vous écoutent plus. Hein. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Donc, il faut la capillarisme, l'oncoesthétique, etc., tout ce qu'on a mis en place autour. Donc, le sujet, c'est la santé au travail. Et si on devait discuter de ça, évidemment, hors Zoom, ça veut dire on va à l'Institut Raphaël, on fait un projet santé au travail, on regarde comment on peut l'articuler, etc. Moi, je suis en demande avec tous les acteurs de la santé globale pour sortir des hôpitaux, des établissements de soins. Ça n'a aucun sens d'attendre que les gens viennent nous voir pour qu'on traite des maladies. Donc, il faut qu'on arrive à échanger, à savoir quel programme on peut implémenter. Et quand vous dites que vous avez 5 minutes, si vous avez 5 minutes, moi j'ai de la peine. Moi je les ai les 5 minutes, mais pour faire tourner les unités de chimiothérapie et de radiothérapie. Et parce que j'ai le secret espoir qu'à un moment on va finalement passer du temps avec les gens. Mais si personne passe du temps avec les gens, on va dépenser des milliards sans être efficace. Donc il faut qu'on dise non. Qu'on renonce aux visites obligatoires et qu'on aille identifier les situations où on peut avoir une valeur ajoutée extrême. J'en sais rien. Et après, peut-être qu'il ne faut pas que des médecins du travail comme moi. J'ai des infirmières qui travaillent avec moi. Je suis très content de la délégation de tâches pour qu'on arrive ensemble à avoir un parcours cohérent. Donc un parcours de la santé au travail, piloté par un médecin, je pense que c'est pas mal. Mais ça aurait plein de sens. Mais ça veut dire qu'il faudrait aussi non seulement arriver à faire de la détection de ce qui ne va pas, de la prévention, et à avoir des programmes d'accompagnement. Oui, je voudrais... Alors, attends, il y en a, vous avez déjà pris la parole, et si je peux me permettre, il y a l'autre, l'emmerdeuse, c'est moi, Jean-Marie. Jean-Marie qui est un petit peu discipliné et qui est au bout du fil. Jean-Marie pose la question, merci de tout cœur, docteur. 2 questions. 1, observez-vous des progrès récents, réels de la politique de prévention en santé dans notre pays? Et 2, comment les communautés des cancérologues reçoivent-elles votre pensée, vos actions? J'ajoute que Jean-Marie est co-auteur, mis à part d'être l'éminent du cercle et professeur de management de la santé à Stanford, et en même temps l'auteur d'un remarquable ouvrage l'an dernier sur la prévention. Bonjour Jean-Marie. Bonjour docteur. Ah, je vous entends. Donc il y a deux histoires. La perception du corps soignant, elle est forcément mitigée parce que certains se complaisent dans une posture très sociale, d'un système de soins très technique, basé sur des connaissances scientifiques qui sont par définition évolutives, et finalement se protège aussi. C'est un mécanisme de défense par rapport aux nombreuses souffrances que peuvent avoir les soignants dans ce système complexe et avec des maladies à gérer complexes. Donc il y en a qui se complaisent et il y en a qui ont envie de faire avancer et qui ont une profonde âme de soignants. Je pense que c'est quand même supérieur. C'est-à-dire qu'on a une... Enfin, moi, j'en ai une vision maintenant pour tous les échanges qu'on fait. Je pense que le terreau est prêt. Il a besoin d'être accompagné administrativement, financièrement, et par des acteurs de la société qui se réapproprient la santé. Il ne faut pas demander aux médecins quelle santé on veut avoir. C'est une erreur énorme. Comme un médecin qui gère un hôpital, il y a quelques-uns qui savent gérer, mais il faut surtout qu'on ait des bons gestionnaires qui travaillent avec des bons médecins. Donc, pour la pensée globale, j'ai l'impression que c'est favorable.
Mais il faut pas qu'on se soucie que des médecins, quoi. Réappropriez-vous la santé tous. Voilà. Les politiques de prévention après, en fait, on saupoudre. Tu vois, on saupoudre. On va donner un peu d'argent à l'hôpital A, à l'hôpital B. On fait un grand sécure de la santé. Puis il y a 160 € de plus pour les brancardiers, quoi. Tu vois, la transformation. 250 milliards d'euros et voilà, c'est naze, en fait. Non, il ne faut pas jeter la pierre, hein. Il faut proposer du plus. C'est très dur d'être en posture politique aujourd'hui. Franchement, chapeau bas à tous ceux qui travaillent nuit et jour pour se faire taper dessus. Enfin, la pensée de la santé qui accouche médiatiquement de 160 € d'amélioration pour les brancardiers, il y a un problème. Il y a des communicants dans ce pays, il y a un problème. Oui, tout à fait. Voilà. Et puis après, c'est sûr que si on continue à être exclusif, à séparer, parce que c'est ça le séparatisme aussi, à pas intégrer des acteurs sur le terrain qui ont envie de donner du temps, de l'énergie. Et on a plein, enfin, les financiers le savent, il y a quand même des points d'économie, il faut y aller, quoi. Alors, bien sûr que c'est sûr, quand tu es financier global, tu te dis, ben ouais, mais si personne veut faire abolir les régimes spéciaux, revoir la fonction publique, arriver à faire les plans d'investissement majeurs, etc. Il y a des décisions lourdes à prendre politiques pour qu'on arrive à réorienter notre action. Mais on est tous disciplinés. C'est-à-dire qu'on se fait une attestation quand on veut aller acheter le pain maintenant. Ce qui est quand même exceptionnel. Merci. Voilà. Merci Anne-Marie. Oui, juste un petit rectificatif quand même, à l'écoute de Mariana et puis de vous, docteur, sur la santé au travail. Il y a effectivement une distorsion entre les services autonomes que représente Mariana et les services de santé au travail interentreprise. En revanche, un point important, c'est que les SSTI ou SP-STI maintenant sérieux ont des équipes pluridisciplinaires qui comprennent des médecins, quasiment à même hauteur en termes de nombre des infirmiers, infirmières, des pluridisciplinaires qui sont des ergonomes, des techniciens. Moi, je le connais très bien, j'ai travaillé pendant longtemps dans un service qui avait 250 médecins, mais également 250 infirmiers, infirmières, une centaine de pluridisciplinaires, et je peux vous assurer que la prévention était là. Les secrétaires médicales étaient présentes et les assistantes sociales complétaient le système. Là où Mariana dit, moi, parfois je consacre que 5 minutes, c'est pas du tout ce que j'avais comme remontée du terrain, et Dieu merci. On voyait plutôt, nos médecins voyaient plutôt en moyenne, je dis bien en moyenne, sur une vacation de 4 heures, de l'ordre de 6 à 8 patients. Ce qui permet aux travailleurs, puisque le terme exact, c'est travailleurs. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait quand même du temps qui était consacré à l'écoute des salariés, parce qu'effectivement, ça dépasse largement le stade médical. C'est vraiment la santé au travail. Et je veux dire aussi que là, c'est pas non plus la mine de sel. Il ne faut pas non plus exagérer. Et c'est une équipe pluridisciplinaire qui travaille ensemble. Donc, je voulais quand même rectifier un petit peu. Voilà, merci Mariana. Merci docteur. Super. C'est vrai que ça dépend. Il y a quand même, pardon Philippe aussi, le principe de réalité. Et il y a du côté des services autonomes des moments où il y a des marges de manœuvre et des marges d'attribution du temps qui sont globalement plus importantes d'autres et autres. Voilà. Donc, peut-être un peu de Philippe. Alors, une question de Philippe. Je remercie de l'autre Philippe, pardon, parce qu'il y a des gens qui ont genre Philippe 1, Philippe 2 et la suite. Et en plus, ceux qui changent de poste et qu'on voit un autre nom. Ne raisonne-t-on pas, nous dit Philippe, trop sur les moyens qui paraissent nécessaires plutôt que sur l'évaluation des résultats? Alors, avant de repasser la parole à notre ami, j'en profite pour dire que grand coup de chapeau pour moi à l'AEDI, qui contrairement député qui a changé de nom récemment, qui n'avait fait ses rapports que sur une prédiction de moyens, au moins là, c'est peut-être un peu possible sur la réaction. Je veux bien, je ne sais pas dans français parfait. L'intérêt de cette c'est qu'il fixe un cap, tout seul, et c'est globalement plutôt bien. Mais voilà, pardon pour l'écho, mais oui, parce qu'on en a partout. Je coupe. Ouais.
Non, mais l'évaluation, bien sûr, c'est fondamental. Je vais vous donner un exemple. C'est que quand on est à l'Institut Raphaël, ça pleure. Ce n'est pas forcément des pleurs de tristesse, il y a beaucoup de pleurs et tous les soignants sont très habitués à ce langage émotionnel. Et donc, une des soignantes qui fait du massage, la massothérapie, elle me dit, mais comment tu veux que j'évalue, moi? C'est bien le massage, tout le monde le sait. Je fais, attends, regarde ce qu'on fait. On va juste leur demander leur degré de stress, leur état de relaxation entre 0 et 10. Elle me fait d'accord. Et sur les 600 premiers soins de massothérapie, 250 patients, avant la séance, c'était 4,4 sur 10, imaginez. Et après, 9,9 sur 10. Et je lui dis, ça a de la gueule quand même. Donc on n'attend pas de toi que tu fasses diminuer la cinétique des cellules cancéreuses dans le poumon droit. Mais je veux dire, les gens, ils ressortent, ils ont pleuré, ils sont descendus, ça sent bon, il fait chaud, ils sont à massage, ils sont relaxés, ils sont bien, quoi. Donc en fait, bien sûr, c'est la culture de l'évaluation. Mais il faut qu'on attende des gens qui évaluent. Et on devrait inciter. L'idée, c'est pas de taxer les mauvais élèves de qualité, mais d'inciter ceux qui font de la qualité. Et ceux qui ne peuvent pas avoir une qualité internalisée, eh bien, ils peuvent l'externaliser, travailler avec un acteur transversal. Moi, je pense qu'on ne peut pas avoir dans tous les hôpitaux un institut Raphaël. Président. Chacun ses forts. Hein, vous nous amenez à beaucoup de réflexions philosophiques, donc je m'éloigne peut-être un peu du travail. En disant que toute une partie de notre vie est consacrée à vivre dans la rigueur. C'est-à-dire qu'il faut que je prenne le train à l'heure. Je suis en train de travailler sur un processus. Plus on va être précis, plus on va progresser. La précision va amener de nouveaux domaines d'intervention. Toute une partie de notre vie, subie ou acteur, on est dans la rigueur. Et puis toute une autre partie de notre vie est plus dans l'humain. Mes sentiments à moi qui sont bizarres, les collègues qui sont tous bizarres, ils ont des règles. Oui, parce qu'ils ont des réactions qui généralement sont de m'exporter leurs contradictions internes. Et il faut que je soigne aussi, que je passe du temps à cette autre partie de la vie. Comment trouvez-vous l'équilibre? Parce que vous avez bien en main les deux choses, puisque vous faites des analyses de plus en plus précises, radio, chimie, etc. Et là, vous allez dans le hard. Et puis, vous avez le souci avec l'Institut Raphaël d'aider les gens. Parce que quel est l'équilibre? Enfin, on est tous obligés à avoir un peu des deux. Oui, bien sûr. Mais alors, mais je vous remercie de votre question. Alors, c'est vrai que la rigueur est fondamentale. C'est la dame de 29 ans que j'ai vue ce matin qui a une tumeur à 2 mm du nerf optique. Donc, il faut arriver à garder la vue et traiter la tumeur. Et donc, le robot qui adapte le tir avec une précision au demi-millimètre sur les cibles mobiles. Donc, bien sûr que la rigueur, c'est important. Mais c'est l'erreur de Descartes. C'est-à-dire de croire qu'on peut fonctionner qu'avec notre cerveau gauche. Parce que ce qu'elle attend, cette dame, c'est d'être rassurée. Que techniquement, avec mes ingénieurs en physique et mes robots et mes contrôles qualité, j'arrive à assurer le traitement et je vais y arriver. Je suis très détendu. On va détruire sa métastase, lui garder la vue. Mais le sujet, c'est pas le risque, c'est la perception du risque. Donc en fait, la rigueur, on doit aller jusqu'au bout. Il faut avoir une rigueur dans la manière de nous analyser nous-mêmes. Quand il n'y a pas de risque et vous dites à quelqu'un, vous froncez les sourcils, il a l'impression qu'il est mort, le mec. Parce que vous avez froncé les sourcils. Parce qu'il a interprété votre regard, votre manière ou votre non-manière. Donc soyons rigoureux jusqu'au bout. On est rigoureux que dans les choses des mathématiques et du chiffre. Mais on a les deux cerveaux qui travaillent. Et même le reptilien d'ailleurs. Donc bien sûr, l'idée c'est d'arriver déjà à assumer ce qu'on est. On n'assume que la moitié de ce qu'on est. Donc c'est la base, c'est d'arriver à assumer qu'on est tous fragiles et forts en même temps, qu'on a un cerveau droit, un cerveau gauche, qu'on a besoin d'affect et qu'on a besoin de rigueur, qu'on a besoin de nourriture intellectuelle. Une entreprise qui est un organe vivant, elle a besoin de produire, elle a besoin d'argent, c'est pas un gros mot, mais elle a besoin aussi de liberté, d'énergie, de positif. Et dans un système de soins et de santé, on a besoin de privé et de public. Dès que c'est privé, c'est un gros mot. Alors on dote des structures publiques qui sont sociales, surcoûteuses, et on creuse un déficit pour pas être efficace, parce qu'on a peur de se regarder, en fait. Donc la rigueur, elle est d'abord dans l'analyse, l'auto-analyse, et dans la nécessité, finalement, d'avoir cette approche globale.
parce qu'on est des êtres complexes. Moi vraiment, l'idée, c'est ce qui nous a amené, parce que j'aurais pu faire de la radiothérapie, c'est mon gagne-pain, c'est mon métier. Si vous voulez, avec Raphaël, on met de notre poche, on met de notre temps, c'est de l'entreprise sociale et solidaire. Mais il faut qu'une médecine technique et crédible incarne la médecine globale pour que des personnes qui arrivent et qui, il y en a qui ont l'hypertrophie du moi, hein. C'est-à-dire qu'ils ont fait 2 radios et une infiltration, ils ont l'impression que c'est des grands professionnels. Donc pour nous, c'est des enfants. Il faut que les gens arrêtent de se croire et qu'ils se remettent au service de l'individu. D'accord? Donc on doit être technicien, crédible, et aller réinvestir le champ de l'humain. Donc c'est une démarche politique. C'est déjà pas mal l'association. Non. Il y a 2 questions là-bas. Philippe, c'est pas parce que tu es là, il faut prendre le micro. Il y a 2 questions. Là, Valérie, Dudas, qui nous dit évaluation de l'expérience patient du travailleur est essentielle. Donc peut-être Valérie, si vous avez envie de reprendre la parole là-dessus. Et puis Alain Tripier, vous voyez, qui vous envoie, qui vous dit merci infiniment. Quel bonheur d'entendre vos propos dans les aspects scientifiques de tous bords et le bon sens et l'humanité. Et donc voilà, on va faire un grand clap. Le clap de fin, on a encore 7 minutes. Voilà. Valérie, vous voulez prendre la parole ou pas? Ouais. Oui, je veux bien. Alors 2 secondes ou un peu plus, en écho un peu plus, voilà. Vous m'entendez? Oui. Ok. On vous entend. Parfait. Donc en fait, je trouve intéressant l'évaluation, alors patient, effectivement, sur toute l'expérimentation qu'on peut avoir et les traitements, bien sûr. Et en santé au travail, je pense qu'on n'évalue pas suffisamment parce que, eh bien, on était dans une logique d'assurer quelque part une visite obligatoire réglementaire. Mais quand on questionne vraiment les collaborateurs sur eh bien, vous venez d'avoir un entretien infirmier, quel est le retour de cet entretien? Qu'est-ce que vous en ressortez finalement? L'expérience collaborateur aujourd'hui, elle est tout aussi importante et intéressante pour qu'on puisse demain avoir des... Alors, si on parle de la prévention, par exemple, c'est d'arriver à comprendre finalement comment on rend acteur le collaborateur de sa santé. Parce qu'aujourd'hui, on est souvent dans une démarche à charge de l'entreprise en disant, ben voilà dans quel état l'entreprise va mettre le collaborateur, mais dans quel état finalement le collaborateur se met lui-même pour prendre son poste de travail. Vous voyez un peu le lien. Et je trouve qu'en rendant le collaborateur finalement responsable aussi de ce qu'il est, de ce qu'il devient, c'est aussi avoir une autre relation à la santé et avoir une autre relation à ce qu'on attend aussi d'un médecin du travail et d'un infirmier de santé au travail et d'une équipe, effectivement, le psychologue du travail, l'ergonome et tous ces, je dirais, ces paramédicaux et médicaux qui doivent effectivement travailler ensemble. Mais pour ça, il faut avoir une expression aussi du collaborateur patient. Voilà, c'était ça que je voulais un petit peu souligner, parce qu'on va le faire sur la partie, on va dire, soins, établissement de soins, ce que vous venez d'expliquer, par exemple sur le massage. Effectivement, c'est important de voir le retour et de voir finalement quelle est la valeur ajoutée de ce massage derrière, ce que ça va impliquer, ce que ça va apporter de manière très positive. Et il faut qu'on le fasse aussi de l'autre côté. Et plus on interroge finalement un patient ou un collaborateur ou un travailleur, plus il prend conscience finalement de ce qui se passe sur lui. Alors pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, nous on a vu quand on a mis en place les cabines de téléconsultation. Je veux pas vous vendre la cabine, hein, c'est pas du tout ça. Mais en fait, quand le collaborateur rentrait dans la cabine et qu'il faisait ses prises de mesure lui-même, c'est-à-dire je prends ma tension, je prends mon poids, ma taille et autres. Eh bien, on s'est aperçu qu'il y avait une prise de conscience du patient en disant ah ouais, j'ai une tension à combien? Ah oui, mais alors du coup, je risque quoi? Comment ça se passe? Et on avait beaucoup plus de questionnements et d'interrogations. Alors, je dis pas que je valorise pas la télémédecine, hein, c'est pas ça. C'est de dire qu'à un moment donné, il faut arriver à rendre les gens acteurs par divers moyens, mais Si je peux, Valérie, je vous remercie parce que c'est tout à fait juste ce que vous dites. On parle de l'évaluation. Juste qu'on puisse nous tous être sensibilisés. Il y a 2 types. Nous, en travaillant avec des profs de marketing sur la chaire expérience patient, on a revu notre manière de faire. Parce qu'on a été imprégné de l'évaluation quantitative.
C'est-à-dire qu'on sait un phénomène, on a un médicament A, et on veut montrer par rapport au médicament B ce qu'il apporte en pourcentage. Donc, c'est combien. On doit mesurer combien. Donc, la biométrie, la télémédecine dans l'entreprise, la cabine, c'est du combien, c'est du quantitatif. Combien j'économise d'arrêt de travail, combien je vais avoir de tension dans les normes, c'est du chiffre. Quand on se pose des nouvelles questions, on veut savoir pourquoi, on veut savoir comment. Là, on a l'évaluation qualitative, qui est culturellement reléguée au second plan. Et les profs de marketing, quand ils font du récit de vie, de l'entretien, ils vont arriver avec cette façon de faire de l'évaluation qualitative qui nous a apporté beaucoup, parce qu'on écoute les patients différemment. Donc, en fait, le mix entre le quantitatif et le qualitatif dans l'évaluation expérientielle du patient comme du travailleur, ça me paraît fondamental. Mais nous, cette culture, on ne l'avait pas. Moi, je connais toutes les études qui ont référencé les 150 derniers médicaments en cancérologie, en vous donnant des 39%, des hazard ratios, en sachant les critiquer sur le plan statistique. Bien sûr. Mais quand il s'agit d'évaluer de la perception émotionnelle, de l'imaginaire, de la relation à un risque, là, ce n'est pas les mêmes grilles d'évaluation, ce n'est pas les mêmes entretiens, ce n'est pas de la mesure biométrique de télécabine. Donc, je crois qu'on doit travailler avec ce quali et ce quanti. Voilà. Mariana, mais vous pouvez y aller. Et comme on la voit, Mariana. J'y tiens, parce que je pense que vous êtes vraiment dans l'humain, comme ça a été souligné, que voilà, c'est important. C'est simplement pour dire que chez Orange, il y a quand même pas mal d'actions qui sont menées parmi celle que je porte notamment, c'est le déploiement d'un accord qui a été signé en 2014 et qui est un accord santé-sécurité groupe. Et chaque année, j'organise le reporting sur les actions menées dans ce domaine-là, au niveau groupe là encore. Et notamment, on a tout un volet qualitatif. Et ça a été impressionnant de voir à quel point il y avait de la résistance sur ce sujet. Le travail d'accompagnement que j'ai dû effectuer auprès des DRH et des managers pour qu'ils arrivent à me remonter les actions, qui pourtant étaient listées, qui correspondaient à un canevas très, très précis. Et année après année, à force de travail acharné, je me rends compte que je les aide à valoriser ce qu'ils font parce que des actions, il y en a. Et à montrer à quel point, à quel point effectivement l'implication de chaque employé est vraiment fondamentale. Voilà, donc, je voulais quand même dire que chez Orange, il y a des actions et de belles actions. Donc, on a un levier interne qui est cet accord, mais je voudrais rappeler aussi qu'il y a la loi sur le devoir de vigilance qui parle des droits de l'homme, qui parle de la santé, de la sécurité au travail, qui parle de la nécessité de faire appel, de tirer un signal d'alarme quand les choses ne vont pas en local. Voilà, je pense que ce sont autant d'actions et de niveaux d'action qui permettent, comme le soulignait Valérie, d'impliquer vraiment chacun. J'espère que je n'ai pas été trop long. Merci. Super. Non, super. Bah, c'est-à-dire qu'il y a le côté management, le côté qualitatif, mais il faut effectivement que le côté santé soit porté par tous, quoi. Voilà. Moi, je suis touché de ces échanges parce qu'on sort rarement des circuits de soins techniques et même paratechniques, mais on s'occupe beaucoup de patients malades. Et finalement, les patients malades, c'est des gens, et les gens, ils vivent dans une société, et toute la société doit avoir les mêmes codes humains. Bien sûr, on doit tous apporter une valeur et se spécialiser. Je pense que l'approche en santé, enfin en tout cas, dans cette réunion, on voit qu'on partage avec les commentaires et les réflexions. On a certainement à apprendre de l'entreprise dans sa manière juste de gérer des problématiques et intelligentes. Et on a certainement, nous, dans la santé intégrative, santé globale, à aller en entreprise pour aller essayer d'amener un regard. Voilà, je suis très content d'avoir participé à vos échanges du cercle. Un grand merci. Et je crois que votre notion de santé intégrative est très intéressante à se mettre bien en tête dans nos esprits pour notre réflexion de tous les jours. Et donc, je garde ce message comme le message important, santé intégrative. Et puis, je dois dire pour nous tous que nous avons comme ligne de conduite, et on continuera, de ne jamais être dans la déploration. C'est-à-dire qu'on est toujours dans un état d'esprit, on doit trouver les moyens de faire mieux. Dans le détail, chacun choisira. Mais voilà, je souhaite que notre séance aussi nous porte bien à penser. Nous ne sommes pas dans la déploration,
il y a du mieux à faire, à chacun de trouver son chemin. Merci. Merci à vous et un grand merci à notre intervenant. Alors, bougez pas, j'essaye d'afficher mes systèmes, mais oui, c'est bon. Et moi, ce que je voulais dire, c'est que enfin, votre truc est très exemplaire et je dirais que déjà à titre perso, on aurait tous envie d'avoir un médecin comme vous en face et que l'une des questions que disait par exemple René Schild et qui était comment est-ce qu'on peut inciter à aller plus chez un psy et votre réponse était oui mais c'était plus élégant que ça mais c'était de dire oui mais encore faut-il en trouver un bon. Je dirais que de notre côté c'est aussi un peu les mêmes questions quand on a été soumis à ça et donc merci à vous, c'est très exemplaire d'ailleurs cette interpénétration entre les deux système, celui du monde du travail, encore une fois, parce que il y a à apprendre, et ce que vous disiez très bien, par exemple, sur l'association que vous dirigez, qui n'est pas une entreprise, mais qui est une association, un autre mode de fonctionnement qui peut être complètement exemplaire. On a fait en d'autres lieux des choses là-dessus, et c'est bien intéressant de vous entendre. Donc, merci à ça. Et puis, merci aussi parce que je dirais que l'optique médecin, je dirais que là, on en a eu, on en a tout autour de la table régulièrement, puisqu'en gros, à peu près la moitié de nos membres sont des médecins coordonnateurs ou des médecins autres, apportent beaucoup justement par cette vision intégrative et qu'on a à apprendre et qu'on en trouve aussi à l'extérieur. Je dirais que les 3 dernières, par exemple, opérations, ce qu'on appelle de nous en rayonnement qu'on a mis en place, c'était à chaque fois avec soit spontanément, soit parce qu'ils se sont infirmés, des médecins absolument fantastiques de ce côté-là. Je vous parlais de celui qui, par exemple, a réorganisé les urgences de Bichat, qui traitent presque un tiers ou presque la moitié des urgences parisiennes là-dessus. C'était la même chose avec ce cardiologue rambolitain. J'ai appris comment on appelait les habitants de Rambouillet grâce à lui, qui fait un boulot absolument merveilleux. Et voilà. Donc, merci à vous. Alors, on vous applaudit. On vous applaudit et je me permets, pardon, je vais y arriver. Si certains veulent visiter l'Institut en 2021. C'était en gros ce que j'avais envie de vous proposer, c'était que peut-être un jour on puisse venir avec plaisir. et venir vous voir. Avec plaisir. Voilà. Et puis pour nos prochaines étapes, mis à part de vous souhaiter des huîtres pas trop solitaires, mais pas plus de 6, et autres foie gras et autres. On se retrouve sur un thème qui est encore le même type, mais cette fois-ci de façon managériale, donc avec Jacques Repussard, le 13 janvier, sur tout ça, et on vous remercie tous, et surtout on vous remercie infiniment. Comme moi je vous avais entendu dans un cadre d'entreprise qui prouve que les symbioses marchent entre le monde de l'entreprise et le monde de la santé. On est là aussi. Merci à vous tous pour tout ça. Merci. Bye. Et bonne fin d'année à tous. Bonne fin d'année et tout ça.